Je lui ai écrit sur Twitter, je suis quand même curieux de savoir qui c'est. Parce qu'au début, il avait pris vraiment mon nom de famille et mon prénom. C'était un peu trop quand même. Il faisait des commentaires un peu. Donc il a changé, il a trouvé Baptiste Pazanti. Donc ouais, on me met quelques pièces par rapport à ça. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pros d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un joueur de rugby toujours en activité, et pour cause, il n'a que 25 ans. Révélé à la section paloise, passé par le Racing 92, il porte aujourd'hui les couleurs du Stade Français Paris. Je reçois Baptiste Pazanti. Bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. Je suis heureux de te recevoir parce qu'en général, je reçois plutôt des jeunes retraités ou des joueurs sur la fin de carrière sportive. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on commence à penser reconversion, à se diversifier. Toi, c'est avant même d'avoir commencé vraiment ta carrière que tu as pensé à tout ça. C'est une histoire assez incroyable et j'avais à cœur de la faire découvrir aux auditeurs. Mais avant ça, si tu veux bien, je vais revenir un peu sur ton parcours sportif. Et je vais tenter de synthétiser un peu ta première partie de carrière parce que je pense qu'il y a t'as à peu près autant derrière toi que devant toi. Exactement, je suis un peu au milieu, on va dire. C'est ça. Si je me trompe, tu as le droit de me mettre un gros tampon. Bon, après, tu fais l'émission tout seul, mais voilà, tu as le droit. Donc, tu es jurassien, mais c'est un peu plus au sud que tu vas vraiment te former à la carrière de rugbyman. D'abord à Montpellier, puis à Pau, où tu arrives en 2016 à l'âge de 19 ans. En espoir, bien sûr. Les premières feuilles de match avec l'équipe pro tombent dès la première saison. C'est du challenge européen. Et c'est à partir de la saison suivante que tu t'installes vraiment dans cette équipe. Tu joues en tout 5 saisons à la section paloise. Et lors de la dernière, en 2020, tu as appelé pour la première fois avec Fabien Galtier, avec l'équipe de France. Ouais, je vois que t'es un collab. Non, j'ai bien révisé, c'est ça. Attends, c'est pas fini parce que tu connais ta première sélection contre l'Italie. Et tu en as 4 à ce jour. Et à l'été 2021, tu quittes Pau pour le Racing 92. Tu n'y restes qu'un an. Et tu joues depuis 7 saisons pour le Stade Français. J'ai pas pris de plaquage, donc c'est qu'on doit être plutôt bon. On est bon. On est pas mal. Ok, on va revenir aux origines. Tu es né à Saint-Claude, dans le Jura. Donc c'est entre Coteau-du-Lison et Septmoncel-les-Molunes. Donc là, j'ai perdu tout le monde. Donc pour ceux qui nous écoutent, pour situer un peu, c'est près d'Oyonnax et pas loin de la Suisse, c'est ça ? Exactement. Et du coup, comment et quand le rugby vient à toi ? Alors moi, je suis issu d'une famille un peu beaucoup rugby. On tient ça de mon père, qui a joué à Saint-Claude, dans les belles années de Saint-Claude. Donc, petit clin d'œil aussi à Nick Mallet, qui a joué au Stade Français, et qui est venu jouer et entraîner à Saint-Claude. Ah, magnifique. Voilà. Donc, on le voit souvent. Il est en portrait en bas, en salle de vie. Donc voilà, mon père il a joué à Saint-Claude. Et on a les 3, j'ai 2 grands frères et les 3 on a joué à Saint-Claude et on a démarré à Saint-Claude. À quel âge tu commences ? Je commence à 8 ans. D'accord. La règle c'était 11 ans dans ma famille, on commençait tous en 6e. Et moi, question de facilité, j'étais le dernier, j'ai commencé en même temps que mon frère de 3 ans de plus que moi. Et donc j'ai commencé à 8 ans à Saint-Claude. Alors il n'y avait pas une histoire que tu devais commencer au foot et finalement tu étais un peu jeune, alors tu es parti sur le rugby, non c'était pas ça ? Il y a une histoire, c'est pas exactement ça, mais j'ai commencé, moi j'avais un petit village, on était à 15 km de Saint-Claude, dans un petit village où il y avait que du foot. Donc on a tous commencé par le foot. Et en fait, c'était en primaire, normalement on faisait du foot, mes frangins ont fait du foot. Et moi j'ai quitté un peu plus tôt le foot qu'eux et je suis parti au rugby alors que j'étais pas encore arrivé au collège. Alors le gros club du coin c'est Oyonnax, on l'a dit, c'est à une trentaine de kilomètres de chez toi. Et eux ils sont jamais venus te chercher. Alors Oyonnax, non, pas vraiment. Dans le sens où Saint-Claude-Oyonnax, ça a toujours été la guerre. Grosse rivalité. Grosse rivalité. Et donc, par fierté, les joueurs de Saint-Claude n'allaient pas forcément à Oyonnax. Et puis moi, j'avais des détections du pôle espoir. Donc, j'avais l'option d'aller en lycée à Dijon, au pôle espoir. Mais j'ai choisi, donc du coup, avec mon père, j'ai passé les détections. Il m'a amené à Montpellier passer les détections pour rentrer en sport-études et après au club de Montpellier.
Donc ça s'est fait comme ça et je suis parti au lycée à Montpellier. Ouais, c'est ton papa qui t'a suivi, qui t'a un petit peu poussé. C'est vers 15 ans que tu passes ces détections-là? Exactement. Il a vu ça dans le Midi Olympique, c'est un grand lecteur du Midi Olympique. Donc il a vu qu'on pouvait faire des détections, dans les clubs faisaient des détections. Donc voilà, dans mon année de troisième, il m'a inscrit donc à Montpellier et à Clermont. Et la détection à Montpellier, c'était février ou mars. Et donc du coup, on va là-bas, on fait les détections et à la suite de ça, Montpellier, on dit qu'ils voulaient me recruter et tout ça. Donc finalement, on n'est pas allé en suivant la détection à Clermont et on a donné notre accord à Montpellier et voilà, ça s'est fait comme ça. Toi, à ce moment-là, tu t'imaginais déjà en troisième peut-être faire quelque chose dans le rugby? Alors non, pas du tout. J'étais un peu surpris, ça allait très très vite. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure, je vais voir ce que ça donne. Et c'est vrai que je suis parti un peu dans l'inconnu. Et je suis arrivé finalement dans une super génération à Montpellier où en club on a fait toutes les phases finales possibles en jeune. Donc je suis tombé dans une super génération. Donc non, c'est top, on a fait vraiment des belles finales et c'était top quoi. Gros changement quand même. Tu quittes ton Jura, tes montagnes, c'était pas trop dur? Ouais, bah, au début forcément c'était un peu dur. Je rentrais pas tous les week-ends, j'ai commencé à rentrer très peu à partir de 15 ans. Donc ouais, ça a été dur mais je crois que j'ai toujours aimé un peu l'aventure et j'avais un peu déjà la bougeotte. Alors, tu restes à Montpellier 4 ans. De ceux que tu as côtoyés là-bas, il y a notamment le centre Thomas Darmon, hein, qui joue encore au MHR. Exactement. Et c'est à Montpellier que tu rentres un peu dans le giron national, donc première sélection avec les jeunes. Et je crois même que tu remportes un titre de champion du monde des moins de 18 ans. Champion d'Europe, exactement. Champion d'Europe. Attention, hein. Voilà, là, je suis à la limite, là. Hein. Là, tu vois, je suis à la Champion limite. d'Europe à Toulouse, sur le stade Ernest Vallon. En 2015, On gagne contre la Géorgie en 2015. contre la Géorgie. Bah, gros souvenir, j'imagine. Ouais, très bon souvenir. Donc c'était mes premières sélections. En gros, j'ai commencé en moins de 18 parce que du coup, je suis pas accepté le pôle espoir de Dijon. Et ça la fout un peu mal. Donc du coup, je suis arrivé à Montpellier. C'est rare qu'un joueur refuse entre guillemets le pôle espoir. Donc j'ai eu un cursus un peu différent. Je connaissais pas ce que c'était, donc j'ai choisi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc du coup, pour la liste moins de 16, moins de 17, ben, c'était un peu compromis pour moi. D'ailleurs, Sébastien Piccheroni, l'entraîneur de Pau, m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit que du coup, j'étais un peu blacklisté des listes par Jean-Claude Scrella qui disait qu'il voulait pas me voir. Enfin, ce qui était normal, quoi, parce que un joueur qui refuse le pôle espoir, ça ne se faisait pas. Donc, j'arrive en équipe de France moins de 18, voilà, pour la Coupe d'Europe notamment. Et super expérience. Et c'est à ce moment-là que donc, j'ai vraiment pris goût au sport au niveau et que j'avais envie de, pourquoi pas, faire quelque chose dans le rugby. Mais avant, c'était vraiment à Montpellier, vraiment du plaisir et voilà. Ouais, parce qu'en fait, tu aurais pu intégrer, c'est ça, ce pôle sport de Dijon, mais tu as préféré aller directement dans le club de Montpellier où peut-être tu voyais plus je sais pas, plus d'avenir. Ouais, exactement. Enfin, voilà, j'en ai parlé avec mon père, mon frère, qui me disait tu as deux options. Soit tu vas au Pôle Espoir à Dijon, mais je voyais pas grand intérêt Encore, je connaissais pas vraiment ce que c'était. Je savais pas que ça faisait partie des listes des listes fédérales pour intégrer les équipes de France. Je savais pas vraiment ce que c'était. Donc, et je me disais, Montpellier, c'était un pré-centre de formation. Surtout à l'époque, c'était un des meilleurs centres de formation. Donc je me suis dit, ben, je mets un pied dans un club pro. On pensait qu'à l'époque c'était mieux, mais voilà, je me suis là-dessus trompé parce que je connaissais pas ce que c'était le pôle sport. Moi, j'étais, comme tu dis, de la montagne. Je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait ce choix-là et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Donc. Et alors, ce titre-là, en 2015, il y en a des joueurs qui ont fait un peu leur trou aussi, comme toi, qui ont réussi à faire carrière chez les pros? Avec la Coupe d'Or, ah oui, en moins de 18 ans, on était la plupart, je dirais, il y a plus de la moitié qui sont en top 14 ou en Pro D2.
Bah, Alexandre Roumat, je crois qu'il maintenant il est à Toulouse. Ouais, je vais pas tous les citer, mais on est une bonne partie à être professionnel aujourd'hui. Belle génération. Donc, en 2016, tu pars de Montpellier pour rejoindre Pau. Tu y voyais plus de perspectives de jouer en première. C'est ça qui motive ton choix? Pau, ça faisait 2 ans qu'ils voulaient me recruter. La deuxième année, j'accepte. J'accepte, donc c'était avec Frédéric Gracianet, qui est maintenant à Aix-en-Provence. Je vois l'intérêt que me porte notamment Simon Mannix qui était intéressé par mon profil. Je me suis dit que c'est une super opportunité et au moins je vais pouvoir. La vraie option, c'était de m'entraîner en pro directement, alors qu'à Montpellier, j'avais pas fait d'entraînement en pro et notamment pas mal de jeunes comme Clément Casté aujourd'hui avec qui on s'est retrouvé au Stade Français. Les jeunes, c'était un peu compliqué sous l'ère Jack White. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller à Pau pour saisir l'opportunité de m'entraîner, d'évoluer au sein de l'effectif professionnel. Alors justement, tu en as parlé, l'entraîneur de Pau, c'était Simon Mannix. Drôle de caractère à lui. Hein. Très drôle de caractère, très spécial, mais moi ça m'a beaucoup plu le fait d'avoir un manager qui est très dur, voilà, pour ma formation, ça a été capital. Il paraît que tu étais le seul joueur sur qui il n'osait pas gueuler. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il gueulait aussi sur toi. Ah oui, oui. Et peut-être plus que sur les autres aussi, des fois, mais s'il te gueulait dessus, c'est qu'il comptait aussi sur toi. Il y a des moments où il râlait pas ou... C'est rare. C'était rare, ouais, c'était rare. Pau a eu quelques joueurs de grande classe dans son effectif, quelques All Blacks, notamment parmi tous les joueurs que tu as pu croiser dans tes jeunes années. Est-ce qu'il y en a eu un qui t'a impressionné un petit peu plus que les autres? Quand je suis arrivé la première année et que derrière, ce qui m'impressionnait beaucoup, c'était Conrad Smith, quelqu'un de assez réservé mais exemplaire sur le terrain et d'une gentillesse incomparable. Ça, c'est mes mecs-là avec leur carrière. Gros CV, hein. Ouais, gros CV, comme tu dis. Mais ouais, ça fait partie des mecs avec qui, voilà, forcément, quand tu arrives en pro, ça te bonifie, forcément. Après, il n'y avait pas que des néo-Z. Voilà, j'ai commencé avec Julien Pierre. C'est, voilà. Référence. Référence en termes de international français. Stéphane Hermitage, enfin voilà, je sens tous les citer. Et voilà, Pierrick Gunter, c'est des joueurs avec qui m'ont tout de suite mis dans le bain et c'était incroyable. Tu t'imposes assez vite à la section, tu en deviens même un joueur important. Et à la 5e saison, c'est la récompense avec cet appel en sélection. C'est pour l'Automne Nation Cup. C'est une nouvelle compétition qui a été créée dans un contexte Covid. Est-ce que tu t'attendais que ça arrive aussi vite pour toi, les Bleus? Objectivement, non. Ça faisait longtemps, forcément. Ça a toujours été un rêve, mais après, pour qui ça ne l'est pas. Après, quand c'est arrivé, ben, forcément heureux, mais pas forcément attendu. Donc voilà, après, ça allait très vite. Et c'était pendant l'ère du Covid où on était à huis clos. Donc c'était assez bizarre quand même de jouer dans le Stade de France à guichet fermé. Justement, on parle pas à guichet fermé, à huis clos, pardon. C'est assez incroyable parce que bon, c'est ton premier match avec la grande équipe de France contre l'Italie. Stade de France tout vide. Une Marseillaise qui résonne, mais personne ne chante. Ouais. Dans les tribunes, c'est quoi le souvenir que tu en gardes de toute cette journée? C'est particulier, une première sélection, forcément. Pendant la Marseillaise, le souvenir que je me suis dit j'aurais bien aimé avoir chanter la Marseillaise devant ma famille et devant mon père notamment. Voilà, ça aurait été un petit plus, quoi. Tu fais ce premier match contre l'Italie et puis tu enchaînes avec ce match incroyable en finale contre l'Angleterre à Twickenham. Vous êtes tout près de taper les Anglais, malgré une équipe très jeune et très inexpérimentée. Toi, tu sors une performance monstrueuse. Les Itoje et compagnie, là, ils ne la menaient pas large. On peut dire que ce match, pour toi, c'était un tournant dans ta carrière? Moi, j'en garde un super souvenir de ce match. C'était juste la folie, oui.
Après, un tournant, oui et non. Je sais que voilà, ce qui fait surtout plaisir, c'est d'avoir fait livré un beau combat et en rentrant, que tous les spectateurs et les gens qui te croisent après, je promenais le chien et les gens ils disaient super match, ça fait chaud au cœur. Après voilà, c'était surtout un bon match de rugby contre ces Anglais, mais après j'ai eu du mal à revenir en équipe de France, notamment en Australie où j'ai deux feuilles de match remplaçants. Mais voilà quoi. Et la conséquence inattendue de ces sélections et de ce match en Angleterre, faut en parler, c'est l'apparition d'un compte Twitter, Baptiste Pasanti. Ah oui. La photo profil, c'est ta tête incrustée en mode Jésus, le Fils de Dieu. Bon, j'imagine que c'est rapidement revenu à tes oreilles, on a dû t'en parler assez vite, ça. Ah oui, on m'en parle encore. Et, alors, je sais pas qui c'est. J'aimerais bien voir qui c'est, mais ils supportent pas les castrés en tout cas. Donc, ils les aiment pas trop, non. Ouais. Donc je pense que ça doit être un Toulousain. Lui, si un jour tu veux signer à Castres, si un jour tu signes à Castres, je pense qu'il est pas bien. Ah ouais. Je pense que ça va pas lui plaire. Et du coup, tu lui as jamais parlé du coup en fait. Je lui ai écrit sur Twitter. Je suis quand même curieux de savoir qui c'est, parce qu'au début, il avait pris vraiment mon nom de famille et mon prénom. Donc, ah ouais. Ouais, il te pique un peu le... Non, ouais. mais c'était un peu trop quand même. Il faisait des commentaires un peu. Il est sans filtre le mec. Ouais, voilà. Donc il pouvait pas. Oui, il prend ton nom et ouais. Bah ouais. Ouais. Et donc il a changé, il a trouvé Baptiste Pasanti. Donc on me met quelques pièces par rapport à ça. Ouais, il y a toi et Fabien Galtier. Le conte parodique de Fabien Galtier, donc c'est la consécration quand même, c'est un peu la notoriété. À la fin de la saison 2020-2021, tu choisis de quitter Pau pour le Racing 92. On imagine que ta volonté à ce moment-là, c'est vraiment de franchir un cap dans un club qui joue régulièrement le top 6. Bah oui, quand forcément ça arrivait en fin de saison là. Moi, je pensais, j'étais focus sur le maintien avec la sélection paloise. Et 2 mois à la fin de la saison, le Racing qui m'approche et qui me fait du pied, forcément, ça donne envie. Et voilà, encore une fois, j'étais focus sur le maintien avec Pau. Donc, j'ai repoussé jusqu'au dernier moment. D'ailleurs, ça s'est fait pendant la tournée en Australie. Donc, à la fin de la saison, je m'envole en Australie avec l'équipe de France. Et donc, du coup, je reçois le contrat à la dernière minute. Ah oui, au dernier moment alors. Au dernier moment, j'ai dû imprimer par mail et signer mon contrat la veille de la clôture la veille de la reprise, quoi. La reprise de la saison, c'est au 1er juillet. J'ai dû signer juste avant. Mais... encore une fois, c'était une opportunité que voilà, c'était encore une fois sportif et un club. Pour moi, je voyais ce côté-là, le club, un club du top 3 européen. Ça laisse pas indifférent, quoi. C'était un peu dur à refuser, quoi. Alors du coup, t'en parles, mais ton dernier match avec la section, c'est le fameux Pau-Montpellier, ouais. Au Hameau. Match de folie, scénario de dingue, avec ce maintien arraché à la dernière seconde. Pour toi, ça doit rester un souvenir extraordinaire. Ouais, c'était incroyable. Surtout à la fin, on regardait, je sais plus quel match, Bayonne, c'était Bayonne Stade Français, je crois. Ouais. Je crois que c'était ça. On regardait, ça dépendait aussi de leurs résultats. Et donc, je crois qu'ils perdent. Donc, c'est eux qui se terminent. Oui, parce que ça se joue. Justement, vous prenez le bonus à la fin. Ouais. Et c'est grâce à ce bonus TC de Matt Philippe, de mémoire. Ouais, que Clovis, là-bas, il fait un coup de pied par-dessus. Et Matt Philippe récupère et un truc du genre. Ouais. Et incroyable. Pour nous, c'était comme si on était champion de France. Hein. C'était un bon moment. Ouais, puis toi, du coup, ça te permet de partir un peu l'esprit plus léger, quoi. C'est toujours plus compliqué de partir avec une descente. Là, tu pars un senior, quoi. Ouais, non, un senior, je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai que l'esprit plus léger, quoi. Donc, c'était inconcevable de faire descendre, en tout cas, la section paloise, qui est un club historique. Alors malheureusement au Racing ça se passe pas comme prévu, tu as une blessure importante, il y a un retour difficile, bref c'est pas l'explosion attendue. Tout était allé très vite pour toi la saison d'avant, dans le bon sens, mais tout peut aussi être vite remis en question dans le rugby, ça peut aller très vite en fait. Ouais, tout va très vite de toute façon dans ce sport de haut niveau, tout peut aller très vite.
Et ça s'est pas fait comme je l'espérais au Racing. Voilà, maintenant j'ai bifurqué, je suis pas allé très loin, je suis allé au Stade Français. Donc voilà, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à moi. Voilà, après encore une fois, j'ai toujours aucun regret et je pense que c'est le plus important. Si là on voit que tu as quand même la tête sur les épaules, c'est tu t'es dit bon, ça matche pas comme je veux, autant arrêter de suite, on va pas s'entêter et on perd pas de temps précieux dans la progression, quoi. Exactement, moi je suis là pour jouer. Le jour où j'aurais plus envie de jouer, ben je pense que ce sera le moment d'arrêter. Aujourd'hui, j'étais à la recherche de temps de jeu. Le Racing voulait pas m'offrir ce que je voulais. Donc voilà, mon choix a été vite pris et le Stade Français, c'était l'opportunité pour moi. Alors, je parlais de temps précieux parce que toi, visiblement, t'aimes pas trop ça, perdre du temps. Et ça nous amène à ton autre vie que tu avais démarré à tout juste 19 ans, celle d'entrepreneur. Comment, à 19 ans, alors qu'on commence à peine sa carrière, toute la carrière est devant soi, on peut avoir l'idée de se lancer dans un projet d'entreprise? Ça paraît fou, hein. Ouais. Après, ça vient beaucoup aussi des anciens qui te disent méfie-toi, ça peut aller vite, la blessure. Donc, moi, j'ai toujours été entre guillemets prévoyant. Je pense à la reconversion depuis même avant mon premier contrat pro. Ça fait partie de mes priorités. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité avec mon frère de créer cette entreprise. Donc des produits du terroir et voilà, je suis issu quand même d'une région où il y a des bons produits. Donc on a décidé de se lancer là-dedans, sauf que malheureusement, ni lui ni moi n'avons beaucoup de temps. Donc on l'a à l'heure d'aujourd'hui mis en sommeil, ouais, par manque de temps. J'ai lu quelque part que ça se passe à un repas en famille où vous décidez de faire ça rapido, quoi. En quelques minutes, vous dites, bah, allez, on se lance, quoi. Bah, ça s'est fait, je sais plus exactement comment, mais mon frère travaillait déjà en tant que commercial. Lui, c'est lui le commercial de la famille. Et il travaillait à la com pour une marque de champagne, sans citer forcément la marque. Il travaillait pour eux. Et donc, du coup, il s'est dit, ok, je veux bien reprendre, parce qu'il a fait 2, 3 trucs sympas. Il a notamment, en tant qu'agent com pour eux, il est allé au festival de Cannes et tout. Il a fait 2, 3 trucs sympas. Et il m'a dit, si tu veux, on se lance, mais on monte notre entreprise les deux. Et j'ai dit, pourquoi pas, hein, si tu veux, feu. Projet familial, donc, ouais. Exactement, c'était plutôt ça le but. Ouais. Avec papa qui était aussi un peu derrière, parce que je sais qu'il est très important pour toi. Mon père est jamais très loin non plus, ouais. Mais donc du coup, il avait une petite part dans la société. Surtout en cas de pépin, c'était le mieux pour pouvoir trancher, quoi. Alors, le nom, c'est Finesse by Pesanti. Donc, c'était évidemment une référence à tes offloads, à tes pas de loi, au bord de touche. C'était ça un peu le. Crochet, tout. Compagnie, ouais. On joue tout en finesse. Ouais, non, c'est qui a trouvé ce nom? Qui c'est qui a trouvé ça? Je sais pas. Je crois que c'était avec mon frangin. On a trouvé ce jeu de mots sympa, donc on a gardé. Alors, à Pau, il y a plusieurs partenaires du club qui sont aussi des producteurs locaux. Donc ça, c'est pas mal par rapport à ce que tu faisais. J'imagine que lors des différentes soirées organisées avec les partenaires, c'était aussi l'occasion pour toi de faire du lien avec... Ouais, mais j'ai fait un peu de lien avec la cave de Jurançon, avec aussi l'entreprise de la maison Biraben. Parce que moi, j'aime beaucoup le côté humain aussi, et ça m'a permis aussi d'avoir du réseau et d'avoir aussi un contact humain, parce que je trouve que c'est quand même, au-delà du commerce, c'est quand même très important, pour moi en tout cas. Le fait d'être devenu international, ça devait être bien pour la visibilité, mais en même temps, forcément, tu as moins de temps à consacrer à te mettre là-dessus. International et le rugby professionnel aussi. Déjà, depuis que je m'entraîne en pro, ça prend c'est quasiment tous les jours. C'est quasiment du 6 jours sur 7. On a un jour de repos dans la semaine et encore, on va quand même au stade pour la récup, pour des soins, machin. Donc, oui, une fois que tu deviens pro, tu n'as plus beaucoup de temps non plus pour. Tu as toujours un peu de temps, mais tu n'as pas le temps de faire des études à côté. Enfin, ça devient compliqué, quoi. Donc, et après, quand tu arrives en équipe de France aussi, tu as encore un peu moins de temps avec les tournées et tu es souvent à droite à gauche. Mais ouais, c'est compliqué. Donc, ça, j'avais prévenu mon
mon frère là-dessus. Et vu qu'il ne peut pas continuer, ça s'est un peu arrêté. Mais justement, vous avez dû prendre la décision de mettre l'entreprise en sommeil, comme tu l'as dit, parce que ça devenait difficile pour toi comme pour lui de consacrer suffisamment de temps. Et puis il faut le dire aussi, t'as changé de club, de contexte aussi, et à la U Arena et maintenant à Jean-Bouin, tu croises moins de petits producteurs que WAMO. Ouais, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas les mêmes. Du coup, même si l'entreprise familiale n'est plus active, tu m'as dit que t'en retirais, toi, une belle expérience quand même. Ah ouais, j'en tire une bonne expérience. Maintenant, je sais ce que j'aime et ce que j'aime moins. Voilà, comme je t'ai dit, le côté humain est très important pour moi. Donc, ouais, pour plus tard, en tout cas, j'aime bien l'entrepreneuriat. J'aime bien tout ça, mais il faut qu'il y ait de l'humain. Pas qu'il y ait que du business. Donc voilà, je suis assez curieux. Je suis ouvert à des opportunités, mais demain, voilà, je réfléchis toujours après à ma reconversion et qui se rapproche de plus en plus, Kim. Ouais, alors bon, t'as encore quelques belles années devant toi, mais du coup, ouais, c'est intéressant de savoir que c'est quelque chose que toi, tu gardes dans un coin de la tête, quoi. Tu te dis, bah, pourquoi pas me relancer si le défi il est intéressant, si tu trouves ton compte, pourquoi pas repartir dans un truc comme ça. Ça t'a donné le goût de ça. Ouais, exactement. Surtout que après, ça attendra peut-être plus la fin de ma carrière, mais à terme, voilà, ça se fait beaucoup maintenant, des épiceries fines, machin. Je trouve très sympa avec de bons produits, avec tous les bons produits qu'on a en France. Je trouve que c'est quelque chose de sympa, ouais, qui m'intéresse. Bon, la première fois, tu étais à Pau, donc tu vendais des produits du terroir. Là, à Paris, tu vas peut-être plutôt vendre des paniers brunch, cocktail. Je sais pas trop ce que je vais vendre. En tout cas, pas trop pour l'instant. Alors, la question récurrente de ce podcast, si tu devais définir Baptiste Pesanti, le chef d'entreprise, c'est son style. C'est plus Bernard Pontenot, plus Jackie Lorenzetti ou plus Hans-Peter Wilde, les trois présidents que tu as connus à Pau, au Racing et au Stade Français? Non, bah, de toute façon, je m'entendais très bien avec Jackie Lorenzetti, mais c'est vrai que Bernard Pontenot, j'ai passé quand même 5 années à Pau. Et j'en garde un très bon souvenir de l'humain quand même. Oui, et puis toi qui aimes bien le côté humain, pour le coup, c'est ouais. C'est quelqu'un qui est quand même assez proche de ses... Ouais, c'est un bon président. Ouais. Bon, tu connais ce bruit? C'est la sirène, dernière possession. Bonus à aller chercher, alors pas d'en avant, interdiction de botter en touche. Tu étais international en quittant Pau en 2021, tu l'es plus aujourd'hui. Est-ce que c'est pas rageant de ne pas avoir pu participer à la série là, immense qu'ils sont en train de faire, là, 13 victoires d'affilée? Ça construit aussi une équipe, et est-ce que c'est pas rageant de ne pas y avoir aidé? Forcément, sur le côté personnel, c'est frustrant. Mais après, je suis derrière eux, je suis tout autant l'équipe et je fais de mon côté, j'essaie de travailler pour retrouver au plus vite le groupe. Après, je suis quand même très content pour eux et à la base, voilà, je suis français et je veux les meilleurs résultats possibles pour la France. Tu as retrouvé un temps de jeu conséquent au Stade Français. Tu t'installes vraiment dans cette équipe. Et les résultats du club, ils sont aussi meilleurs que les années précédentes. Je ne peux pas imaginer que du coup, ce mondial 2023 il ne soit pas dans ta tête et pas que dans un petit coin de ta tête. Ouais, ça sera l'aboutissement du travail fait au club. Pour l'instant, voilà, je me concentre sur la saison avec le Stade Français. Voilà, on a des objectifs importants à aller chercher avant de penser à autre chose. Bon, moi je dis 2023, année de Baptiste Pesanti, il faut le noter quelque part. Mais en tout cas, merci d'avoir été mon invité, Baptiste. Avec plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt.